directeur d'établissement civil m'avait écrit pour me demander de venir le rencontrer en disant que votre projet du chef d'État n'a pris connaissance et il a donné son avis favorable à ce que le projet se réalise. Il me rencontre. Je suis donc un docteur ingénieur en informatique. Et au terme de mes études, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans l'une des plus grandes firmes mondiales de l'informatique, qui est IBM. Être ingénieur IBM, c'était devenu même un statut social. On dirait dans la société, il est ingénieur IBM, ça vous positionner à ce niveau de la société. Ce qu'on reproche la plupart du temps à nos réussites africaines, à nos champions dans l'entrepreneuriat africain, c'est que ces personnes ne s'expriment pas beaucoup. Elles ne partagent pas avec nous leurs réussites, leurs expériences, ce qui permettrait à des jeunes comme nous dans l'entrepreneuriat d'apprendre plus rapidement et à partir de leurs expériences, de nous faciliter le chemin à nous. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec quelqu'un de très important, un grand entrepreneur qui est un rompu déjà. C'est quelqu'un qui a passé plusieurs années, plus d'une trentaine d'années à l'étranger, qui a travaillé pour des grandes firmes, notamment IBM. Vous aurez l'occasion d'en savoir plus tout au long de la vidéo. Alors, sachez que vous en bénéficierez de beaucoup. Le partage d'expérience sera très lourd aujourd'hui. Posez-vous tout ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez-vous et calmez-vous parce que aujourd'hui, on a un grand qui va nous parler. Il va nous parler de son expérience. Déjà, qu'est-ce qui a été le déclic pour lui d'abandonner tout ce qu'il avait comme Eldorado à l'étranger, aux États-Unis et en France, afin de revenir au Cameroun, s'installer et bâtir aujourd'hui l'un de ces bébés qui est ceci, le JFN Center, qui est en réalité un centre d'incubation pour les jeunes entrepreneurs. Alors, on va entrer tout de suite pour le rencontrer et ce sera des moments uniques. Alors, vous connaissez déjà le rituel. Si vous êtes nouveau, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification, mais surtout pour nous permettre de créer de bons contenus et de rencontrer de grandes personnes comme ceci, partagez massivement le lien de la vidéo. En regardant ces efforts-là, ça va nous permettre également de multiplier les efforts pour vous partager de meilleurs contenus. Alors, sans plus tarder, on va entrer. Alors, les amis, comme je vous le disais en intro de cette vidéo, tout ce que vous êtes en train de faire, vous devez arrêter pour écouter. Et je le disais tantôt, le problème qu'on a avec les réussites africaines, c'est qu'elles ne s'expriment pas beaucoup. Parce que si elles s'exprimaient, nous, les jeunes entrepreneurs, toute la communauté de jeunes qu'il y a en Afrique, ça nous permettrait d'apprendre de leur expérience, de nous éviter certaines embûches et rapidement d'accéder à un certain niveau. Et ça permettra à l'Afrique, j'en suis convaincu, de développer beaucoup plus rapidement. C'est un très grand honneur d'être reçu par... Je peux pas... Moi, je suis gêné de dire, de l'appeler par son nom. Donc, pour moi, je vais l'appeler papa tout au long de cette interview-là. Donc, bonjour papa, j'espère que tu te portes bien. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de passer sur notre chaîne YouTube. On va dire ça comme ça. Alors, bonjour Mohamed. Bonjour de me donner l'opportunité de parler à mes jeunes compatriotes. Certains sont mes jeunes frères, d'autres sont peut-être des enfants. Ou des petits-fils. Ou mes petits-fils même. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même, je suis âgé de 71 ans. Et j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, hors de ce pays que j'adore, qui m'a donné la vie, n'est-ce pas le plus grand cadeau, de m'avoir donné la vie. Oui. Qui m'a permis d'aller à l'école jusqu'au niveau du bac. Et j'en suis parti pour aller à l'étranger, découvrir ce que le monde offrait, ce que l'humanité, n'est-ce pas, avait de beau, d'aller apprendre aussi auprès des autres. C'est ce que j'ai fait. Je suis donc un docteur ingénieur en informatique. Et au terme de mes études, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans l'une des plus grandes firmes mondiales de l'informatique, Il faut le dire, qui est IBM. J'ai fait ma carrière
Et j'ai appris beaucoup, tant sur le plan professionnel que sur le plan des relations humaines. Car vous qui êtes jeune, vous ne le savez pas, ou certains d'entre vous l'ont lu peut-être, IBM a été l'entreprise qui a inventé beaucoup de choses. En informatique, c'est à un moment donné, on a confondu l'informatique avec IBM. Quand on parlait informatique, on pensait à IBM. Exactement. Être ingénieur IBM, c'était devenu même un statut social. On dirait dans la société, il est ingénieur IBM, ça va positionner à un certain niveau de la société. Mais au-delà de cette composante informatique, IBM a été une entreprise qui a inventé beaucoup, n'est-ce pas, comment je veux dire ça, d'éléments de management que les entreprises aujourd'hui mettent à profit, tant dans la gestion des ressources humaines que dans le renforcement des capacités. IBM a compris très vite avant les autres que c'est l'homme qui était le principal facteur clé du succès d'une entreprise et qu'il fallait investir dans l'homme. C'est pour ça que je veux aussi insister sur cet aspect de relations humaines, n'est-ce pas, de capacité à chaque fois se projeter pour pouvoir s'améliorer, être convaincu qu'on ne sait pas grand-chose et qu'on doit toujours apprendre en permanence. Et ça, ce sont des enseignements, des leçons que j'ai apprises parce que j'ai travaillé chez IBM. Alors, j'ai eu une très bonne carrière chez IBM, où je suis arrivé à des niveaux d'encadrement très élevés. J'étais le délégué pour l'Afrique centrale. Et je pense que, arrivé à une avancée de ma vie, j'ai été interpellé par mon continent, l'Afrique, mon pays, le Cameroun, lorsque je lisais les rapports et les études de la Banque mondiale ou des grands groupes, et qu'on présentait, n'est-ce pas, l'Afrique en général, mais le Cameroun en particulier, à travers des chiffres qui étaient des chiffres tout à fait statistiques qui vous donnaient des mots de la migraine, parce que tellement on était toujours dans les bas-fonds des classements. Ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et la question est venue naturellement à moi, en me disant, mais ce pays qui m'a donné la vie, qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma contribution? Rejoindre tous les autres qui sont restés au Cameroun, qui ont conçu le Cameroun, pour aussi apporter ma petite pierre à l'édifice, n'est-ce pas, au chantier de la construction nationale. Et à partir du moment où on se questionne, car, et je vous le dis, vous les jeunes, le jour où vous arrêtez de vous questionner, vous avez achevé votre vie. Votre vie est foutue. Il faut en permanence se poser des questions. Il faut en permanence se remettre en cause. Il faut en permanence interroger le pourquoi du comment. Ce n'est qu'à ce prix-là que vous pouvez essayer de trouver des réponses, soit par vous-même, soit en échangeant avec d'autres, pour que cette intelligence collective, n'est-ce pas, permette à tout le monde d'avancer. Et quand je me suis posé cette question, la réponse est venue naturellement à moi, que ce n'est pas en restant en France, n'est-ce pas, que je pouvais apporter une contribution. Ce n'est pas en passant mon temps à critiquer les régimes politiques ou économiques de mon pays que je ferai avancer les choses. C'est en venant sur place, n'est-ce pas, en retroussant les manches, n'est-ce pas, en mettant les mains dans le cambouis pour prendre une expression française, n'est-ce pas, que, allez, on va se battre pour que ce pays avance. J'aimerais insister sur un fait, comme tout à l'heure, tu l'as si bien dit, par rapport à IBM qui aujourd'hui, du moins, ça fait beaucoup avancer la technologie. Et j'aimerais revenir, si je me trompe, tu vas m'arrêter tout de suite. Je vais dire que si Bill Gates est aujourd'hui riche,
C'est en partie grâce à IBM, parce que son premier contrat de Microsoft c'était avec IBM, le système d'exploitation directement dans le hardware et tout ce qui va avec. Moi, je crois que j'aimerais m'intéresser à ce plan de carrière, c'est-à-dire que comment on fait pour partir du Cameroun, étudier en France et atteindre ce sommet-là. Parfois, on se dit que c'est... Enfin, on veut comprendre quel est le travail de fond et du moins quel était le parcours jusqu'à devenir quand même délégué de l'Afrique centrale. C'est une responsabilité immense. Dans la vie, il y a trois éléments qui sont importants. Il y a ce qu'on appelle l'éducation que vous donnez vos parents. La première chose, évidemment, vos parents vous donnent la vie. Et après, cette vie, ils vous la donnent, ils vous donnent l'éducation fondamentale. Et moi, j'ai reçu une éducation judéo-chrétienne qui met en avant un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs, parmi ces valeurs, il y a le travail. Il y a l'excellence. Mais il y a aussi l'humilité. Et cette humilité est très importante parce qu'elle vous permet d'apprendre en permanence. À côté de cette éducation fondamentale que vous recevez, et j'ai reçu, et je remercie mes parents aujourd'hui, cette éducation qui m'a permis de faire des études, des très bonnes études, jusqu'au baccalauréat. D'ailleurs, pour l'anecdote, je me souviens, mais ce n'est pas, je n'impose pas cela à tous les parents, je me souviens que mon père, mon regretté père, pendant tout mon cursus scolaire, quand j'occupais le rang de troisième, il me punissait. Il tolérait encore que je sois deuxième. Mais pas troisième. Troisième, il disait que c'est mauvais. J'étais puni. Donc, on m'avait appris cette rigueur-là. C'est des rigueurs et c'est des recherches de la performance en permanence et de l'excellence. Mais ça, je crois que 90% des Camerounais partagent cette façon de voir les choses. Le peuple camerounais est un peuple qui adore l'excellence et le travail. Un peuple dynamique. Ça, je ne l'apprends pas. Maintenant, il y a aussi, naturellement, un facteur chance dans la vie. Je réponds à la question. Comment j'ai fait pour arriver? Il y a un facteur chance. Je ne voudrais pas parler de l'intelligence, tout ça, parce que ce sont des choses qu'on peut relativiser. On peut naître intelligent, mais si on ne travaille pas, on n'y arrive pas. Exactement. Donc, et puis il y a le facteur chance, parce que à l'époque, moi je me souviens, on entrait à IBM par voie de concours. À l'époque. Oui. Par voie de concours. Oui. C'est-à-dire pour avoir le travail. Oui. C'est-à-dire que ce n'était pas le modèle aujourd'hui qui est les chasseurs de tête ou bien on offre d'emploi et puis on envoie des dossiers de candidats. Non. IBM France, par exemple, organisait un concours national parce qu'il voulait recruter 5 personnes. Organiser le concours. Alors, je vous raconte cette anecdote parce que pour que les jeunes comprennent le challenge. Le concours était organisé pour toute la France. On demandait donc à ceux qui veulent postuler de pouvoir envoyer leur candidature. Naturellement, les candidatures, il y avait déjà une première sélection sur la base des dossiers. Ceux qui avaient été retenus recevaient, en fonction de votre lieu d'habitation, soit un billet d'avion, soit un billet de train, ou un billet de transport, en fait. De transport, pour vous rendre à Paris, et vous étiez tous logés à un hôtel qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle l'hôtel Bonaparte, n'est-ce pas? Non, l'hôtel Champs-Élysées. Okay. Tous ceux qui avaient été retenus, ils même parti du tous les 5 non, tous les candidats, il y avait peut-être 100 ou 50 dossiers. Okay.
retenu. Ah, ok, ça veut dire qu'il faut expliquer qu'il y a cette étape de filtrage là. Le filtrage, voilà. C'est-à-dire que malgré que vous ayez tous déposé votre candidature, Oui. on vous filtre On filtre d'abord sur la base des dossiers. des dossiers. Et après, maintenant, On retient donc en il y a une certain nombre, présélection, oui. une présélection. Mais IBM part du principe que tout le monde doit avoir les mêmes chances. Ok. Il ne faut pas que quelqu'un dise que je me suis levé tard, je n'ai pas pris le café le matin, donc je ne sais pas bien. On vous met tous dans un hôtel, n'est-ce pas? Vous êtes bien logé, vous mangez bien le matin, donc vous avez les mêmes chances. Les mêmes chances. Et c'est une semaine. Le concours se passe sur une semaine. C'est un concours. Et vous êtes 50, on n'en veut que 5. Alors il y a un facteur chance. Il y a un facteur chance, c'est vrai. Et cette année-là, on en voulait 3, pas 5. Et j'étais parmi les 3. Alors. La chance, en fait. Ou c'est la grâce. Pour ceux qui sont Oui, mais je pense quand même que cette chance et cette grâce, c'est quand même la conséquence du travail. Parce que si vous n'étiez pas un bon profil, une bonne candidature, je ne crois pas que vous aurez pu atteindre ce niveau-là aujourd'hui. C'est parce que certainement, vous avez tellement contribué à IBM. Peut-être l'humilité ne vous permettra pas de reconnaître ça, mais atteindre quand même ce sommet-là pour une firme mondiale qui influence sur la technologie de toute la planète. Oui, disons qu'il faut quand même dire en passant, bon, je le dis comme ça, c'est pas le plus important, c'est que quand même j'avais fait, parmi mes études, j'avais fait quand même ce qui était à l'époque l'école supérieure d'informatique, qui est devenue Supinfo, qui était la première école d'informatique à Paris, parce que grande école en France. J'avais quand même terminé le major de promotion. Donc, je crois que j'avais des outils quand même pour, n'est-ce pas, Prétendre. Prétendre et ne pas Oui. être le plus mauvais, n'est-ce pas, parmi les candidats. D'accord. Voilà, donc je rentre à IBM, et comme IBM savait le faire à l'époque, dès que vous rentrez à IBM, vous entrez dans l'école IBM. Quelle que soit votre formation, IBM avait son école. Ou alors on vous formait à la philosophie IBM. Voilà donc l'histoire. Après, la carrière, c'est autre chose. Oui. Parce que la carrière, c'est longue. Elle est très longue. Avec ses valeurs, ses aptitudes, et qui vous permet donc, n'est-ce pas, d'être apprécié par vos supérieurs hiérarchiques qui, en fonction des résultats que vous produisez, en fonction du travail, en fonction de votre capacité à intégrer, n'est-ce pas, une communauté, et à vous faire remarquer, naturellement, vous avez un plan de carrière qui est tracé et vous arrivez. C'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc, je remercie mes parents, je remercie tous ceux que j'ai rencontrés dans mon parcours scolaire, mes enseignants, ainsi de suite. Je remercie le fait que je ne me suis pas. J'ai essayé un peu d'être diversifié dans. Lors de mon cursus scolaire, hein, j'ai fait de l'économie, j'ai été à Paris à la Sorbonne, j'ai fait, si je vous étais mon CV, j'ai fait beaucoup de formations, oui. Mais c'était pour apprendre, c'était pas pour avoir des diplômes. Parce que moi, le diplôme, c'est pas une fin. Mais c'était pour apprendre, n'est-ce pas, pour enrichir ma culture. Donc, j'ai fait de l'économie à la Sorbonne, j'ai fait informatique, bon, qui est mon métier, oui. Mais j'ai fait de la musique, par exemple. Je suis un musicien, je suis allé apprendre à rédiger la musique et tout ça. Et j'ai fait, ouais, donc j'ai fait beaucoup de choses, n'est-ce pas, ça m'a permis, n'est-ce pas, d'avoir une culture assez diversifiée. Oui. D'accord. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser le retour au pays, c'est-à-dire que avec toutes ces conditions de vie qui sont loin d'être, qui sont très confortables d'ailleurs, vous décidez de revenir en Afrique, de revenir au Cameroun, pour vous installer et de dire cette fois, c'est parti, je vais lancer quelque chose. Oui. Alors, le questionnement, quand je commence à me poser des questions, mais que je vis mon pays, où va mon pays, qu'est-ce qu'on fait?
je me dis, il faut que j'y aille, il faut que je sois présent, il faut que je participe. Première donc. Puis il y a des éléments aussi personnels, un peu de famille, qui m'ont poussé à revenir. Mais lorsqu'on essaie de rentrer, il faut avoir peut-être un projet, il faut peut-être avoir une vision, il faut peut-être se dire, ou venir avec dans ses bagages, n'est-ce pas, une proposition de valeur bien formalisée, oui, pour apporter sa contribution. J'avais compris longtemps avant, en discutant aussi avec d'autres compatriotes, avec d'autres Africains, avec même en lisant, en suivant des émissions de télévision, toutes ces personnes, ces érudits qui pensaient au niveau de l'Afrique, j'ai compris que l'Afrique ne pouvait se développer que si elle s'investissait dans deux éléments fondamentaux: l'éducation et l'entreprise ou l'entrepreneuriat. Je l'ai compris et je suis certain que je ne suis pas le seul à le penser, parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, des savants qui l'ont écrit, qui l'ont même théorisé. Donc, l'éducation, pourquoi? Parce que il faut qu'on maîtrise les clés, n'est-ce pas, du savoir. Et aujourd'hui, nous vivons, n'est-ce pas, une économie du savoir et de la connaissance. Il faut donc que les jeunes Africains puissent acquérir les compétences les plus pointues pour qu'ils puissent challenger, n'est-ce pas, les autres, pour qu'ils soient présents au rendez-vous, n'est-ce pas, compétitifs, et qu'ils aient, n'est-ce pas, une valeur à apporter au monde. Mais ça, il faut avoir les clés. Les clés, c'est la connaissance. Les clés, c'est le savoir. N'est-ce pas? Maintenant, quand on a ces clés de savoir, il faut les mettre dans une dynamique pour qu'on puisse créer dans la richesse. Et naturellement les emplois. Parce qu'un être humain ne se réalise, ne se prend conscience qu'il est important, parce que il contribue à l'évolution, n'est-ce pas, de la communauté, de la société, à travers un emploi, que ce soit un emploi salarié, que ce soit parce qu'il entreprend. C'est comme ça qu'il se réalise en tant qu'être humain. Et ce n'est que l'entreprise qui permet de le faire. Naturellement, cette entreprise vit dans un contexte qui doit être réglementé, encadré. C'est pour ça qu'il y a les pouvoirs publics, c'est pour ça qu'il y a, n'est-ce pas, la politique, c'est normal. Mais c'est l'entreprise qui doit être au cœur. Quand je l'ai compris, je me suis dit, voilà, si je rentre au Cameroun, voilà les domaines dans lesquels je m'investis. Dans l'éducation. L'éducation, donc formation. Et l'entrepreneuriat. J'avais donc un certain nombre d'éléments, n'est-ce pas, un certain nombre d'outils, un certain nombre d'aptitudes et de capacités qui me permettaient, n'est-ce pas, de m'investir fort à propos dans ce domaine. Oui. De par ma formation, mon métier étant un informaticien, n'est-ce pas, nous vivons la 4e révolution industrielle aujourd'hui, nous sommes dans le monde digital, n'est-ce pas, naturellement, c'était, n'est-ce pas, un domaine de prédilection pour moi, parce que c'était naturel. La formation et l'éducation, j'ai eu, durant ma carrière professionnelle, l'occasion, n'est-ce pas, d'être ce qu'on appelle enseignant invité ou enseignant associé dans les écoles, soit en France, n'est-ce pas, vous donnez des cours, mais je n'étais pas un enseignant de métier, mais j'étais pour donner des cours, des conférences. Et j'ai eu donc l'occasion de voir quelle était l'importance pour les jeunes étudiants de pouvoir transmettre, n'est-ce pas, le savoir, de pouvoir partager l'expérience. Et c'est ainsi que, quand j'ai décidé de rentrer au Cameroun,
j'ai réfléchi à un projet, j'ai pensé à un projet, et j'ai rédigé pour créer ce qu'on appelle la grande école de l'excellence dans le numérique et l'innovation. Génie. C'est le génie, mais génie, c'est ça. Je l'ai rédigé ce projet qui consistait à donner l'opportunité à des jeunes Camerounais, n'est-ce pas, d'acquérir les compétences dans le domaine du numérique, les compétences les plus pointues, de devenir, comme je l'avais dit dans le projet, les lions indomptables, n'est-ce pas, du numérique, afin que, n'est-ce pas, ces compétences, qu'on atteigne une masse critique qui va permettre au Cameroun de se proposer d'être, n'est-ce pas, par excellence, n'est-ce pas, le lieu ou la destination, n'est-ce pas, prisée de tous les industriels, n'est-ce pas, du numérique, n'est-ce pas, pour solliciter nos pour solliciter, n'est-ce pas, nos ressources, n'est-ce pas, pour pouvoir les aider à développer leurs entreprises. Peut-être que certains me diront que je n'ai inventé pas la roue parce que l'Inde avait déjà fait un peu pareil avant. Oui. Mais pourquoi ne pas copier les bons exemples? Exactement. Donc je pensais que le Cameroun avait le capital humain, n'est-ce pas, qui était capable de le faire. Il fallait que, n'est-ce pas, que ce soit un projet porté au sommet de l'État, oui, que, n'est-ce pas, que ce soit un projet de la société camerounaise. Pour vous dire, j'avais saisi le chef de l'État. Je lui avais écrit. Oui. Je lui avais envoyé ce dossier. Et concrètement, à ce qu'on pense, j'avais reçu une réponse inattendue. La plus inattendue possible. Je conserve encore aujourd'hui cela, n'est-ce pas, bien encadré, bien prestigieux, parce que le directeur du cabinet civil m'avait écrit pour me demander de venir le rencontrer en disant que votre projet, le chef d'État en a pris connaissance et il a donné son avis favorable à ce que le projet se réalise. Il me rencontre. Et ça avait été écrit, et j'étais venu le rencontrer, il m'avait dit voilà, vous avez écrit, le chef d'État à lui, il a dit mais ça c'est formidable. Je demandais à ce monsieur. Et là on est en quelle année? Là nous sommes en 2015. 2015, c'est pas si long que ça. Oui. 8 ans. Et il a été demandé à 8 départements ministériels. Puisque la lettre qu'on avait écrite, oui, j'avais reçu la copie, où on demandait, alors, il y avait le ministre du postel, enfin oui, le ministère de la formation professionnelle, oui, que je puisse leur expliquer le projet pour qu'ils soient partie prenante dans le projet. Ça a été fait. Nous avons tenu 4 ou 5 réunions. Sauf que, et vous comprendrez que je ne cite pas les noms, un des membres, lorsque on a fait ces réunions, oui, on est arrivé à un consensus. Oui. Parce que la présidence avait demandé qu'on fasse une note pour expliquer comment le projet allait être opérationnalisé. Oui. Dans ce qu'il avait envoyé au chef de l'État, naturellement, c'était une synthèse. Ce n'était pas question que je dévoile tout mon projet. Je l'avais envoyé, mais il avait compris. Oui. Donc c'est pour ça qu'il demandait à ce que maintenant j'explique le projet à tous ces ministères qui seront, n'est-ce pas, partie prenante dans le projet. Et on a tenu 4 ou 5 réunions. Au sommet, hein, oui, c'est bien. Et tout le monde avait trouvé cela excellent. Très encourageant. Très encourageant. Et c'était vraiment convivial. Ça se passait très bien. On a fait une note commune. Et cette note s'achevait par la recommandation. On sollicitait, on disait, on proposait au chef de l'État de pouvoir instruire le ministre des Finances, n'est-ce pas, de débloquer un budget de 500 millions pour que l'équipe projet se mette en place et que ce soit un projet, n'est-ce pas, formellement conçu. Oui. Les 8 ministres on devait signer.
7 ont signé. Puis le 8e m'a convoqué. Il m'a posé la question de savoir qui est derrière vous, monsieur. Qui est derrière moi, personne. Il m'a dit, c'est pas possible. Je suis membre du gouvernement, le chef d'État ne peut pas donner sa caution à un individu. Alors dites-moi exactement qui est derrière vous, mais surtout dites-moi si c'est pour me remplacer. Moi, il est plus simple que vos soutiens demandent au président Biya de modifier le gouvernement et de vous mettre à ma place. Bon, c'est de la violence, tout ça. Donc, vous comprenez que si on n'est pas patriote, si on n'aime pas son pays, une telle violence, tout de suite, vous décourage. Exactement. Et tout s'effondre. Et vous faites le chemin retour, vous dites, bon, ce pays-là, je rentre en France. Je me suis dit, ok. Je ne suis pas en politique, je ne suis pas un fonctionnaire. Je vais essayer de vendre ce projet à des entrepreneurs du secteur privé. Je vais dire que voilà ce qu'on peut faire. Mais là, tout de suite, ça veut dire que après ça, il n'y a plus d'issue en fait. Tout est bloqué, tout s'arrête là, puisqu'il n'y a pas eu le Bon, je huitième accord. ne voudrais pas me mettre sur ça parce que Exactement. c'est quelque chose qui avait plus des connotations. Après, on m'avait expliqué que cette personne Oui, bon, peut vous combattre d'une manière avec des armes les plus insoupçonnées. Puis bon, et voilà. Et en même temps, l'idée, c'est que les jeunes n'aient pas cette idée-là de notre Afrique, de notre Cameroun, de nos pays, en fait. voilà. Qu'on sache, qu'on mette tout en œuvre réellement, comme vous l'avez fait pour opérationnaliser le projet en question. Voilà. Donc, j'ai préféré ne pas perdre mon temps dans les combats. Je ne connaissais pas les armes. Moi, je ne connaissais pas les réseaux. Je me suis dit, bon, le chef d'État. Donc, en fait, moi, j'ai écrit au directeur des cabinets civils, je suis allé rencontrer pour lui expliquer que voilà, on a fait ce qu'il fallait faire, Oui. mais voilà, le dossier est bloqué à tel niveau. Un compte rendu, quoi. Un compte rendu. Bon. Le dossier m'a dit que bon, il va en parler au chef d'État, mais cette personne est une personne qui est D'accord, je comprends. difficile À comprendre et à faire. Voilà. Bon, j'ai compris qu'il fallait faire autrement. D'accord. Mais en réalité, je n'ai pas pris ça. C'est pas pour. Je n'accuse personne. Peut-être que c'est moi qui ne comprenais pas les codes. Bon. Enfin bref, je ne dis pas que. Je veux accuser personne. Hein. Exactement. Je me dis peut-être que c'est moi qui ne comprenais pas le système. J'ai préféré me tourner vers le privé et j'ai eu la chance de rencontrer des promoteurs privés qui ont compris le projet et qui ont tellement compris que tout le monde va d'aller plus loin que ce qu'il avait imaginé. D'où la naissance du groupe GFM, qui repose sur 2 piliers. Une université, la première université entrepreneuriale qui existe à Douala, qui s'appelle la GFN High Tech University Institute. Oui. Et le deuxième pilier, qui est le GFN Center, qui est le centre d'innovation, d'entrepreneuriat et de formation continue. Cette formation, elle est continue, mais elle est exclusivement orientée vers les métiers du numérique, enfin, vers les technologies numériques et les métiers du futur. D'accord. Voilà. Je crois qu'on aura l'occasion peut-être de visiter le campus de Douala. Naturellement. Un jour qui je vous invite à aller le visiter parce que c'est pas moi qui le dis, je suis mal placé pour le dire, mais d'autres, les études sont devenues, il n'y a rien de tel encore, ni au Cameroun ni en Afrique centrale. C'est quelque chose qui a été fait, n'est-ce pas, selon le modèle américain. Oui. Vous voyez d'ailleurs que même dans l'architecture, on essaie de se rapprocher de Harvard. Voilà. Je l'ai dit, pour moi, les pays africains en général, le Cameroun en particulier, ne commenceront véritablement leur développement que lorsque
on comprendra qu'il faut mettre l'entreprise au cœur des politiques. La conséquence, c'est qu'il faut qu'on arrive à changer le mindset des jeunes Camerounais. Leur faire comprendre que l'avenir, c'est dans l'entreprise et pas dans la fonction publique. Pas dans la fonction publique, même pas simplement dans l'emploi salarié. Il en faut, il faut des salariés, parce que sinon, tout le monde peut être entrepreneur. Exactement. Mais pour que nous puissions créer suffisamment de richesses, pour que ces richesses puissent nous permettre de constituer une épargne qui va donc profiter à l'ensemble de la communauté à travers, n'est-ce pas, des mécanismes de redistribution de la richesse, il faut qu'il y ait des entreprises qui créent la richesse. Exactement. C'est une chaîne de valeur. Voilà. C'est pour ça que GFN Center a été créé. Pour faire quoi? Pour dire que tous ceux qui pensent à entreprendre, qui n'ont qu'une idée, une vague idée, en disant, j'ai envie de transformer les noix de palme. C'est une idée. Bon, okay. Vous venez à GFN Center et vous trouvez là un cadre qui permet que cette idée soit maturée en vue d'aboutir à la création d'une entreprise. Voilà. Voilà le deal. Donc, vous êtes étudiant. Vous êtes chercheur d'emploi. Vous êtes salarié. Mais vous pensez déjà à votre reconversion. Vous venez à GFN Center parce que vous êtes porteur d'une idée, du projet d'entreprise. Et vous trouvez chez nous un cadre avec des programmes, donc un programme d'incubation qui vous prend depuis l'idée. Donc nous avons donc une composante idéation. Donc votre idée, on la mature, et on la fait évoluer à travers donc ce nombre de composantes. Hein. On fait le modèle économique, le business model. Voilà, ici, on fait le plan financier, et ainsi de suite. Vous créez votre entreprise, parce qu'il faut la créer. Oui. Parce que ce sont des programmes qui font des entrepreneurs d'impact. Alors quand je dis, vous avez une idée, je dois préciser que pour être éligible chez nous, il faut que l'idée ait une dimension innovante. Une idée qui soit... L'innovation est importante. Si vous venez nous voir en disant que vous voulez importer de la friperie de Chine, ça ne c'est pas innovant. On résout un problème précis. Oui. Avec des voilà. Vous apportez une solution, n'est-ce pas, à un problème réel. De préférence, un problème camerounais. Et il y en a. Ou un problème africain. Donc j'ai fait ce qu'on appelle des programmes d'incubation. Donc, de l'idée jusqu'à la création de l'entreprise. Je ne dis pas la création. Jusqu'à l'existence d'une entreprise. Et du produit et de la solution finale. Oui. Qui a un marché, qui a un modèle économique testé sur un marché, oui. Qui crée de la valeur et qui a un réseau de clients, de fournisseurs. Tout un réseau d'affaires. Voilà. Il y a aussi un programme d'accélération. Le programme d'accélération, lui, il intéresse ceux qui ont déjà des entreprises qui existent, hein, depuis 2 ans, depuis 3 ans, start-up, machin, des choses comme ça, mais qui veulent monter en puissance. Là aussi, ils viennent chez nous, ils rentrent dans des programmes d'accélération. Parce qu'ils existent déjà, ils ont déjà un petit modèle économique, ils créent un peu de valeur, mais c'est parfois des entreprises de subsistance. Maintenant, il faut passer à une étape supérieure de l'entreprise de croissance. Oui. À ce moment-là, là, dans les programmes d'accélération, on vous apporte un encadrement aussi, qui vous permet donc de passer de cette étape
entreprise de subsistance à une entreprise de croissance et à, disons, vous préparer à rentrer dans une dynamique de champion national. Voilà donc GFL Center. Dans sa composante ou dans sa déclinaison, accompagnement à l'entrepreneuriat. Mais je veux dire, GFL Center faut aussi dans l'innovation. En réalité, vous savez, quand on est entrepreneur ou on a envie d'entreprendre, à un moment donné, les investisseurs que vous rencontrez ou ceux qui veulent vous accompagner vous disent, j'aimerais quand même avoir un prototype. Voir un peu. Pour tester en réalité la solution dont on nous... Parfois, on vous dit, est-ce que vous avez déjà fait ce qu'on appelle un POC, Proof of Concept? En concept, oui. Donc, pour faire ce prototype, parfois, beaucoup de jeunes sont bloqués, ils ne savent pas faire parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors, nous, on a aussi l'environnement pour ça. Nous avons des plateformes de conception et fabrication assistée par l'ordinateur, la croix d'expérience dans ce système, avec nous sommes en partenariat. Donc, vous pouvez venir simuler, n'est-ce pas, des solutions. Oui, et ça, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle un jumeau numérique, n'est-ce pas, et faire un prototype, et qui vous permet donc de matérialiser le produit que vous voulez mettre sur le marché des services. Mais l'innovation n'est pas toujours technologique. L'innovation possède dans les procédés, n'est-ce pas? Donc, on est encore dans les aspects de transformation digitale des entreprises. Parce qu'on s'appuie beaucoup sur le digital pour transformer, pour performer, pour lier vos process. Donc, l'innovation peut aussi être dans la rupture avec ce qui existait, dont vous apportez une rupture. Donc, nous vous accompagnons, quelle que soit la forme d'innovation, n'est-ce pas, que vous souhaitez. Et nous avons donc des possibilités pour, à travers un renforcement des capacités, à travers, n'est-ce pas, des solutions digitales pour vous aider, n'est-ce pas, à atteindre, avec tout le coaching qu'il faut. Avec tout le coaching qu'il faut. Et puis, pour réussir à faire tout ça, parfois il faut une adéquation entre le porteur du projet et le projet. Donc il y a le besoin de renforcement des capacités, n'est-ce pas, du porteur du projet. Et c'est là où il y a pas de la formation, n'est-ce pas, au métier du futur. Et je saisis cette occasion pour dire aux jeunes que la 4e révolution industrielle que nous vivons aujourd'hui, qui n'est pas une vue d'esprit, qui est une réalité, a pour conséquence qu'il y a un certain nombre de métiers qui ont déjà disparu. Et il y a de nouveaux métiers qui ne sont même pas encore créés. Parce que la 4e révolution industrielle est divisée par exemple des technologies. Surtout l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, le cloud computing, le big data, n'est-ce pas, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la robotique, et la data analytics et tout ça. Ce sont donc ces technologies qui sont le socle, l'ossature des nouveaux métiers. N'est-ce pas? Et ces nouveaux métiers sont les métiers aujourd'hui les plus demandés dans le monde. Un chiffre. Aujourd'hui, vous prenez un métier comme le développeur informatique, code. Oui. Celui qui fait les applications, les sites internet et tout ça. L'Afrique, dans sa globalité, compte à peu près 700 000 codeurs. Je dis l'Afrique. De manière formelle ou bien, c'est-à-dire quand je dis formelle? Oui, les statistiques, bon, ceux qui sont répertoriés, connus. Oui. L'Allemagne à elle seule, « 7 millions. 7 millions. C'est-à-dire que le versus n'est même pas faisable en fait. Voilà. C'est disproportionné là.
Mais c'est un des métiers les plus recherchés aujourd'hui. Un métier comme le cloud computing, qu'on soit architecte, Oui. qu'on soit ingénieur, qu'on soit simplement développeur dans le cloud. Je peux demander. Aujourd'hui, sur mon bureau à Douala, j'ai une demande, par exemple, de 200 000. 200 000 quoi, je pense. Spécialistes en cloud computing. Demandés par Ok. des firmes comme Accenture, Capgemini, Oui. qui en ont besoin. Et Ils n'en trouvent pas. je voulais même revenir dessus, notamment parce que le chemin, déjà, je le trouve bien conceptualisé. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des entrepreneurs que vous incubez pour Oui. développer leur projet. Oui. Vous leur donnez la compétence pour pouvoir gérer et assurer la croissance de ce projet-là avec la formation et tout ce qui va avec. Mais vous avez des appuis, notamment quand vous avez parlé de Dassault Systèmes, Oui. qui est votre partenaire, qui vous accompagne, qui vous offre la plateforme et tout pour pouvoir faire des tests. Je crois qu'il y a également Google et Il y a Google TCA. Cloud. Nous sommes, pour la première fois que Google Cloud s'intéresse à l'Afrique. Oui, Jusqu'à présent, Google s'intéressait à l'Asie, du Sud-Est, et ainsi de suite. oui. Je ne pensais pas que l'Afrique était une destination intéressante. Nous avons réussi à convaincre Google Cloud s'intéresser à l'Afrique. Et Google Cloud nous a donné l'opportunité, à travers une convention de partenariat, Oui. pour pouvoir offrir aux jeunes Africains la possibilité de se former et de se certifier aux technologies du cloud computing. Laissez-moi vous dire que parmi les 10 certifications les plus recherchées demandées dans le monde, les 3 premières sont les certifications cloud computing de Google. Les 3 premiers, le top 3. La sollicitation est énorme. Mais nous, on donne aux Camerounais la possibilité de sauter sur cette opportunité, de ne pas la laisser Localement. passer. À partir de notre campus. Oui. C'est une formation qui se passe. Alors, c'est une formation qui est un peu, comment on dit en français? Enfin, on dit blended learning. C'est-à-dire hybride. Hybride. Voilà, hybride. Le terme hybride. C'est-à-dire qu'elle est en distanciel, mais avec des bootcamps en présentiel, parce qu'il y a des coachs certifiés qui vous encadrent à certains moments, soit pour vous donner des bonnes pratiques, soit pour vous expliquer un peu des choses qui sont pas toujours évidentes à comprendre. Mais au bout de 3 à 4 mois, vous avez la possibilité de suivre cette formation, de vous certifier et de trouver un emploi et de travailler en restant au Cameroun. Vous voyez, dans la préoccupation de dire que l'Afrique des cerveaux, nous y apportons déjà en partie une réponse. Nous disons que ces cerveaux ne vont pas fuir, ils seront là, puisque à partir d'ici, ils peuvent travailler pour des grandes multinationales. Exactement. Et grandir en compétences et en expérience en même temps. Ce qui leur permettrait de mieux s'investir sur leur projet et de les rendre beaucoup plus compétitifs. Et obtenir des revenus. Et c'est ce qu'on recherche. Donc ces revenus-là qui vont permettre, n'est-ce pas, de créer la richesse nationale. Alors, quand on a dit ça, certains vont dire, oui, mais si c'est pour des multinationales, bon, ça nous apporte. OK. La transformation digitale des entreprises n'est plus un choix. Ce n'est pas un choix. On ne peut pas choisir de dire, est-ce que je transforme une entreprise ou pas. C'est un impératif. Si vous ne transformez pas, vous allez mourir. C'est comme ça qu'il explique ça au chef d'entreprise. Il dit, si vous ne voulez pas, c'est votre affaire. Dieu vous allez disparaître. Soit vous vous transformez digitalement, soit vous disparaissez. Il n'y a même pas de demi-mesure. Ah bon? Ah oui, c'est comme ça. Mais pourquoi les entreprises dans notre pays ont des difficultés à se transformer digitalement, même si certains chefs d'entreprise ont déjà compris la nécessité et surtout la valeur ajoutée que ça apporte? C'est parce que la rareté, c'est le prix, comment dire ça? C'est la question de la demande
l'offre et la demande. En économie. Les experts dans ce domaine étant rares, ils coûtent cher. Écoute, tiens. Vous comprenez naturellement que les PME ne peuvent pas se payer ces experts qui coûtent encore cher. Mais imaginez un seul instant qu'il y ait de plus en plus de personnes formées à cette technologie. La loi de l'offre et de la demande. Plus il y aura d'offres, plus La demande va, le prix de la demande va prix baisser. va baisser et les PME pourront s'offrir des experts qui vont les accompagner dans ce. Donc vous voyez que ce soit au plan local, que ce soit au plan international, nous gagnons à ce que ces jeunes, nos jeunes compatriotes soient formés à cette technologie. Alors nous, avec Google Cloud, nous offrons cette opportunité. Donc, à travers vous, je saisis les opportunités que vous me donnez, et dire aux jeunes, à tous ceux qu'on appelle, que les anglo-saxons appellent NEET, N2ET, not employed, not engaged, not trained, enfin, not employed, not educated, not trained, c'est-à-dire qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de diplôme, et qui ne sont même pas formés. Nous leur donnons la possibilité de se former, soit au code. Oui. Parce que nous sommes aussi en partenariat avec Kwasa Silicon Valley, qui est l'une des entreprises réputées à la Silicon Valley et qui forme dans le code. Okay. Pas? Vous pouvez, sans forcément avoir un background d'informaticien, de machin, comme ça, mais si vous avez la volonté et le sens de, n'est-ce pas, enfin l'ambition, le travail, que vous êtes un travailleur acharné, ça va marcher. Ça va marcher. Vous passez votre certification et vous avez un emploi. Cet emploi, vous êtes certifié Google Cloud. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez gagner jusqu'à $100,000 par an. Alors, pour reformuler l'opportunité, c'est-à-dire que toute personne peut se former dans ces métiers-là. Pas besoin forcément d'avoir un bac pour suivre. Quel est le minimum, par exemple? De manière triviale. Enfin, oui. Pour faciliter la formation. Tout le monde peut se former. Oui. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Parce que les exemples existent. Exactement. C'est une question de volonté. Il y a des gens qui ont un QI, que l'intelligence naturelle, mais qui n'ont peut-être pas été dans les écoles, mais qui. Ils ont de l'éveil, oui. Le problème, c'est qu'il faut quand même un peu parler français ou anglais. Alors, si on ne parle pas, ça devient un peu compliqué. Donc, vous voyez, vous pouvez être intelligent, mais si vous parlez en français ou en anglais, c'est un peu difficile. C'est difficile. Donc, vous comprenez qu'il faut quand même minimum. Exactement. Mais on le dit, c'est pour ne pas décourager. Je vous dis, même si vous êtes dans les séries littéraires, nous avons à travers le monde, et même nous-mêmes à IBM, on a développé ces choses quand j'y étais. Beaucoup de personnes qui ont fait avancer la science informatique étaient des philosophes et des littéraires. C'est une question de logique. Exactement. Donc, ce n'est pas une question de bible mathématique, tout ça. Mais nous, dans notre université, nous encourageons, nous sommes orientés ce qu'on appelle STEM, sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Okay. Il faut que les jeunes Camerounais, n'est-ce pas, s'orientent beaucoup plus vers cette discipline-là, parce que ça donne... Ça ouvre beaucoup d'opportunités. Ça donne des fondamentaux solides oui. pour pouvoir maîtriser la technologie et la science. D'accord. Mais ça n'empêche pas que les gens qui sont dans d'autres séries... D'ailleurs, le numérique aujourd'hui, donnez-moi un seul secteur qui n'est pas impacté par le numérique. Tout est digitalisé, tout est numérique. Tout, à part peut-être la chasse et le voodoo. Bon, même ça c'est digitalisé. Il faut des capteurs pour détecter. Tout est digitalisé en fait. Tout est digitalisé, vraiment tout. Donc, le digital est partout. Donc, en fait, tout le monde doit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on dit quels sont les nouveaux analphabètes, les analphabètes du XXIe siècle? C'est ceux qui ne savent ni parler anglais, ni programmer. Parce que les deux instruments qui vont être les deux clés pour s'insérer dans la société de demain, c'est parler anglais, savoir coder. Tout le monde devra savoir coder. Okay. On n'aura plus besoin, le métier de codeur lui-même d'ici 2050 va disparaître. Tout le monde devra. C'est-à-dire coder sera comme savoir utiliser un smartphone. Oui. Je suis médecin,
n'est-ce pas, je veux faire je veux moi écrire mes petits codes, pour ça besoin que j'appelle un développeur informatique pour venir le faire. Je suis, comment je veux dire, C'est vrai qu'avec la facilité aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui nous créent oui, des petites applications directes. puisqu'il y a tout ce qu'on appelle no code, low code. Oui, Moins en moins de code. Parce qu'il y a des robots intelligents. oui. Vous prenez ça, vous les associez, il suffit de bien penser, et vous produisez le code et ça marche. Donc, quel que soit le métier que vous faites, vous êtes ouvrier, vous êtes médecin, vous êtes architecte, vous êtes urbaniste, vous êtes philosophe, vous avez besoin, n'est-ce pas, de coder, de digitaliser, n'est-ce pas, vos process, vos processus. Donc, j'ai fait un seul, voilà donc le périmètre de nos métiers. Oui. De manière holistique, nous essayons donc de couvrir tout ce qui tourne autour de l'entreprise, l'entrepreneuriat. Donc, nous formons donc des entrepreneurs d'impact, ceux qui peuvent créer des entreprises avec un impact évident, que ce soit un impact économique, un impact social ou un impact environnemental, mais également des intrapreneurs. Je parlais des entrepreneurs, mais des intrapreneurs, ce sont ceux qui ne créent pas d'entreprise, mais qui sont des salariés, mais qui se comportent comme des entrepreneurs au sein des entreprises dans lesquelles ils travaillent, parce qu'ils sont ceux qui font que l'entreprise se développe. N'est-ce pas? Ouais. Donc, on les appelle les intrapreneurs. Dans une entreprise, il y a des cadres sur lesquels s'emploie le chef d'entreprise ou le promoteur, oui, parce qu'ils sont ceux-là qui ont la créativité, qui peuvent innover, qui peuvent faire la stratégie de croissance de l'entreprise. Donc, que vous soyez entrepreneur, nous encadrons, que vous soyez intrapreneur, nous vous encadrons également, oui, nous vous donnons, n'est-ce pas, un cursus, un background d'intrapreneur. Donc, si vous êtes recruté à la SNH, vous vous comportez là-bas comme un entrepreneur avec, n'est-ce pas, toutes les valeurs, n'est-ce pas, qui caractérisent l'entrepreneur. Voilà un peu ce que nous faisons à IFN Center. Ok. Déjà, pour sortir de cette interview, je voulais juste rappeler le petit schéma qui est très important d'ailleurs que tout le monde mémorise. C'est quoi? C'est qu'en réalité, ce sont des métiers du futur qui aujourd'hui ne sont pas dans notre marché local très sollicités. Mais maintenant, vous bénéficiez d'une formation et après cette formation, on vous donne des opportunités pour travailler directement en ligne, c'est-à-dire en virtuel pour d'autres entreprises, comme le font beaucoup en remote, en fait, oui, sur des tâches qui peuvent directement vous rapporter, qui peuvent vous ouvrir d'autres opportunités, vous faire grandir en expérience, mais beaucoup plus gagner de l'argent pour peut-être bâtir votre projet, développer votre idée d'entreprise et tout le reste. Donc, voilà globalement la raison du retour au pays de Monsieur Antoine Kolo, bien que voilà la reconversion ou bien l'entrée, l'atterrissage a été un peu très brusque. L'atterrissage sur la terre ferme a été très brusque avec tout ce qui a pu se passer dans les débuts. Mais si aujourd'hui, je crois qu'il a pu du moins se réaliser ce projet, c'est par la force de la résilience, du courage et également de la ténacité. Ce sont des valeurs qui sont très importantes. Si à cet âge-ci, il a dit « je ne me décourage pas », il s'est lancé. Parce qu'il faut se l'avouer, quand on est entrepreneur, on a plusieurs étapes. On a d'abord l'étape du manger, du boire, c'est-à-dire qu'on fait l'entrepreneuriat d'abord pour subvenir à ses propres besoins. Et après, maintenant, on passe à une autre step, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on devienne un entrepreneur d'impact, comme vous l'avez dit. Merci de nous avoir reçus à GFM. C'est moi qui vous remercie. Merci énormément. Alors, si vous avez adoré, vous savez ce qu'il faut faire. Vous lâchez un gros pouce bleu, vous partagez la vidéo et surtout, vous laissez vos préoccupations, vos questions en commentaire. Ciao, à très bientôt.